À Saint-Louis, dans le Missouri, un tueur en série frappe, puis s'évanouit dans la nature, sans laisser de traces. Pendant plus de 30 ans, il va se fondre dans la population et se jouer des autorités. Pour le confondre, la police devra découvrir son point faible et révéler le véritable visage du meurtrier. Dans l'Illinois, le soir du jeudi 3 novembre 1977, deux hommes arrivent à une ferme. Evening, sir. How are you this evening? Fine. Okay. You're Mr. Graham, right? Yes, sir. Oh, I'm Bob Beck, and I'm from... L'homme se présente comme le délégué du syndicat des agriculteurs. Sure, come on in. Great. My pleasure. Alan Graham le fait entrer. À peine une minute plus tard, Alan et Velma Graham gisent, agonisants, sur le sol. Ce sont les dernières victimes d'un assassin impavide qui tue de sang-froid. Au bureau du shérif de Madison County, on apprend par téléphone qu'un homme et sa femme ont été victimes d'un tireur. Les auxiliaires médicaux sont dépêchés sur les lieux. Velma Graham est déjà morte. Son mari Alan décédera dans la nuit. Les enquêteurs établissent un périmètre de sécurité autour de la maison et font venir des experts judiciaires. Au moment où l'ambulance quitte les lieux, la police de Madison County arrive. Bob Hertz se souvient de l'enquête. Au premier coup d'œil, il semblait évident que la maison avait été mise à sac. Tout était sans dessus-dessous. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cambriolage qui avait mal tourné. Les enquêteurs fouillent la maison, mais ne trouvent aucun indice susceptible de les mettre sur la piste du meurtrier. Donald Weber, procureur à Madison County, dirige l'enquête. Certaines scènes de crime donnent froid dans le dos. Il n'y a pas de piste ni d'indice. On sait que l'enquête sera difficile. C'est ce que j'ai ressenti ce soir-là en entrant dans cette maison. Ce serait long et il nous faudrait de la chance pour mettre la main sur les meurtriers. N'ayant trouvé aucun indice, les enquêteurs font appel à la police d'État de l'Illinois. Selon le sergent Dennis Kuba, la population est sous le choc. Les gens du voisinage étaient terrorisés. Qui pouvait bien être capable de mettre ainsi à sac une maison et de tirer une balle dans la tête de ses occupants après les avoir couchés au sol? C'était très frustrant. De plus, nous étions bombardés de coups de fil. Russell, le fils du couple Graham, et sa femme Barbara Boyle Graham sont anéantis par la nouvelle. Alan et Velma étaient des membres respectés de la communauté.
Qui pouvait bien vouloir leur mort? Les enquêteurs assistent aux obsèques dans l'espoir d'identifier un suspect. Mais en vain. Tout occupé à rechercher un cambrioleur assez dangereux pour exécuter ses victimes, la police ne soupçonne pas que le meurtrier puisse se cacher sous le masque rassurant d'un professionnel de la santé, comme le chirurgien dentiste Lennon Engelman. Le docteur Engelman exerce dans un petit cabinet sur la rive sud de Saint-Louis. C'est un dentiste médiocre, mais sa clientèle appartient à la classe ouvrière et n'a pas les moyens de s'offrir mieux. Si Engelman n'est guère doué comme dentiste, il est en revanche beaucoup plus habile comme meurtrier. L'homme a grandi à Saint-Louis, où il a gardé un groupe d'amis proches, parmi lesquels se trouve Barbara Boyle Graham, la bru des victimes. La mort de Velma et d'Alan Graham va bientôt faire du mari de Barbara un homme riche. Tout semble fonctionner exactement comme l'a prévu Engelman. Maintenant, Barbara et lui vont collaborer étroitement. Très étroitement. Tandis que Barbara et lui complotent pour s'enrichir, son mariage avec Rita, sa troisième femme, bat sérieusement de l'aile. Son modeste cabinet ne rapporte pas assez et le couple semble toujours à court d'argent. Pour boucler ses fins de mois, Engelman a décidé de se lancer dans une activité lucrative, le meurtre. La police de l'Illinois poursuit son enquête sur le double assassinat des Graham, mais n'aboutit qu'à des impasses. L'inspecteur Bob Hertz de Madison County est hanté par le caractère gratuit de ce crime. Dans une affaire comme le meurtre des Graham, on travaille de 18 à 20 heures par jour pendant 4 ou 5 semaines, en laissant tomber tout le reste. Et quand, après tout ce temps, on fait le bilan et qu'on voit qu'on n'a pas avancé d'un iota, la seule chose qui nous pousse à continuer, c'est l'extrême violence de ce meurtre. On ne peut pas oublier ce qui s'est passé. La police ne dispose d'aucune piste sérieuse. Les seules personnes à qui profite le crime sont les deux fils du couple Graham, mais rien ne permet de les incriminer. La part d'héritage de Russell Graham est de 250 000 $. Sa femme Barbara a souscrit en son nom plusieurs polices d'assurance vie pour une valeur totale de plus de 160 000 $. Barbara a commencé à accumuler ses polices d'assurance par correspondance à l'insu de son mari, presque immédiatement après leur mariage, en imitant sa signature sur les formulaires de souscription. Tout est désormais en place pour mettre à exécution le plan du dentiste. Le soir du 31 mars 1979, 17 mois après la mort de ses parents, Russell Graham part pour son travail dans une raffinerie de pétrole. Cela fait bientôt 2 ans que Barbara et son complice Engelman attendent ce moment. Barbara a réussi à convaincre Russell de modifier son testament pour faire d'elle son unique légataire. Elle est également la seule bénéficiaire de ses polices d'assurance. Vient s'y ajouter la part que Barbara doit hériter de son défunt beau-père, soit 250 000 $.
En cas de décès de son mari, elle doit donc toucher plus d'1 demi-million de dollars. Pour le meurtre de Russell, elle offre à Engelman de lui verser 50 000 dollars. Posté dans le garage, Glennon Engelman et son complice Bill Carpenter guettent le retour de Russell. Incrédule, Russell interroge sa femme du regard. Il s'effondre en cherchant sa respiration. Engelman lui assène plusieurs coups de marteau. Il le dépouille ensuite de sa montre et de son portefeuille, qu'il met dans un sac à ordures, où il place également le marteau. Puis il recouvre le corps d'un second sac. Barbara s'empresse d'éponger le sol couvert de sang avec des serviettes. Russell Graham est un solide gaillard d'1,80 m qui pèse 118 kg. Les deux hommes le hissent non sans mal sur la banquette arrière de sa Camaro. Conformément à leur plan, Barbara doit attendre quelques heures, puis téléphoner à la raffinerie pour demander si son mari y a été retenu. Elle doit ensuite feindre de le chercher dans les hôpitaux des environs et enfin au matin, appeler la police. Au volant de la Camaro de Russell, Engelman dépose son complice au centre commercial où il a laissé son auto. Les deux voitures filent ensuite jusqu'au stationnement d'un motel sordide, fréquenté par des prostituées dans l'est de Saint-Louis. Le dentiste glisse des préservatifs dans la poche de Russell pour faire croire qu'il allait voir des prostituées. Pour maquiller le meurtre en crime crapuleux, il conserve sa montre et son portefeuille. Les deux hommes rentrent chez eux. Barbara entre en scène le lendemain. Elle appelle la police pour signaler la disparition de son mari. À l'arrivée des enquêteurs, la jeune femme joue son rôle à la perfection. Nul ne la soupçonne d'avoir trompé dans l'assassinat de son mari. Trois jours plus tard, le préposé à l'entretien du motel découvre un cadavre sur le siège arrière d'une auto abandonnée. Les enquêteurs ne trouvent pas d'indices permettant d'identifier le corps, mais la plaque d'immatriculation de l'auto indique qu'elle appartient à un certain Russell Graham. En vérifiant qu'il ne s'agit pas d'une voiture volée, les enquêteurs apprennent que Graham est porté disparu depuis quelques jours. Des photos du cadavre sont envoyées au service de police chargé de l'enquête. La tête de Graham a été enveloppée dans des serviettes. Les experts judiciaires font des prélèvements sur le véhicule, mais ils ne trouvent aucune empreinte, hormis celle de Graham et des membres de sa famille. Le médecin légiste conclut à la mort par arme à feu. Dans une poche du jean de la victime, les enquêteurs retrouvent les préservatifs placés par Engelman. Le cadavre de Russell Graham a été découvert dans un quartier gangrené par la prostitution et la délinquance de rue.
Le sergent Dennis Kuba pense qu'il a fait une mauvaise rencontre en allant voir des prostituées. Apparemment, les circonstances de sa mort, juste devant un hôtel avec des préservatifs dans sa poche, laissaient présumer que le meurtre était lié au fait qu'il allait voir une prostituée. Les policiers interrogent le voisinage en quête du moindre indice qui pourrait les conduire au tueur. Pour Donald Weber, procureur de Madison County, la mort de Russell Graham a quelque chose de louche. Il avait été retrouvé dans un quartier fréquenté par des prostituées, près d'un hôtel de passe. Les apparences étaient contre lui. Mais tout ça ne collait pas avec la personnalité de Russell. Ce n'était pas son genre. C'était un honnête travailleur sans histoire, un bon fils et un bon mari. Tout comme le meurtre de ses parents 2 ans auparavant, la mort de Russell reste un mystère. L'enquête piétine. Donald Weber soupçonne l'existence d'un lien entre les 2 affaires. Dès le départ, chacun a eu le sentiment que ces 2 meurtres devaient être reliés d'une manière ou d'une autre. De telles coïncidences, ça n'existe pas, mais rien ne le prouvait. En l'absence de preuves, la police ne peut identifier aucun suspect. Les enquêteurs sont toutefois convaincus qu'il leur faut arrêter le meurtrier avant qu'il ne fasse une nouvelle victime. Une famille de l'Illinois a été victime de 3 meurtres. D'abord, ce sont les parents. Un couple d'agriculteurs de Madison County abattu par balle lors de ce qui ressemble à un cambriolage à main armée. 2 ans plus tard, l'un de leurs 2 fils est retrouvé mort sur le siège arrière de sa voiture dans l'est de Saint-Louis. La police soupçonne un lien entre les 2 meurtres, mais ne dispose pas de pistes solides. La chance va cependant sourire aux enquêteurs. Un détenu, Alan Jackson, avoue être l'assassin de Russell Graham. Dans une déposition circonstanciée, Alan Jackson déclare qu'avec sa complicité, sa petite amie a séduit Graham et l'a attiré dans un motel pour le dépouiller. Graham s'est débattu et Jackson l'a tué d'un coup de feu. Pour la police de l'Illinois, le meurtre de Russell Graham est désormais une affaire classée. Les enquêteurs essaient de faire la lumière sur le double meurtre de ses parents. Pendant ce temps, le docteur Glennon Engelman traverse des difficultés financières. Il doit de l'argent à un cabinet de prothésistes de Saint-Louis. Il est plutôt négligent quand il prend des empreintes des dents de ses patients. Le cabinet est dirigé par Susan Barnes, qui s'est mise à facturer au dentiste le temps supplémentaire qu'elle passe à refaire correctement ses empreintes. À plusieurs reprises, elle lui a réclamé ses honoraires. Mais Engelman, furieux du montant de la facture, refuse de payer. Lasse de réclamer son dû, Susan a décidé de poursuivre le dentiste pour dettes impayées. Pour résoudre ses problèmes d'argent, Glennon Engelman a déjà tué les beaux-parents, puis le mari de Barbara Graham, qui a hérité de la fortune familiale et touché un énorme capital de l'assurance. Engelman attend sa part du butin. It's okay, Karen. I've been expecting him. Yes, sir. Au lieu de l'argent attendu, Engelman reçoit une injonction de payer sur demande de Susan Barnes. Sorry about this, Nancy. Must be some mistake. Engelman n'a pas l'intention de se laisser traîner en justice et encore moins d'aller en prison. Et comme Alan Jackson s'est accusé du meurtre de Russell Graham, le dentiste est sûr d'échapper aux soupçons. Il décide donc de faire taire définitivement Susan Barnes. Le dentiste se met au travail. Il est 16h45, le 14 janvier 1980, lorsque Susan Barnes quitte son cabinet de prothésiste. Dans tout juste une semaine, le tribunal va rendre son verdict et obliger le dentiste à lui rembourser ce qu'il lui doit.
Depuis la fenêtre de son cabinet tout proche, Engelman peut voir la fumée de l'explosion. Désormais, Susan Barnes ne pourra plus le contraindre à payer. Incapable d'honorer ses factures, Engelman a tout simplement éliminé sa créancière. La police de Saint-Louis reçoit un appel lui signalant qu'une voiture a été détruite par une explosion au sud de la ville. La police et les pompiers foncent sur les lieux. À leur arrivée, ils constatent que l'explosion a tué le conducteur sur le coup. Le tout est immatriculé au nom d'une certaine Susan Barnes. La police retrouve une mallette à ce nom. La division des explosifs et des incendies criminels s'est déplacée au grand complet, ainsi que des agents de l'ATF, le bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu. L'ATF est chargé d'enquêter sur toutes les affaires d'explosion, surtout quand il y a des morts. La police retrouve des fragments de l'auto et du corps de la victime sur une superficie de plus de 2 pâtés de maison. Depuis 2 ans, Saint-Louis a connu plusieurs attentats à la bombe. Chargé de l'enquête, l'agent spécial de l'ATF, William McGarvey, y voit d'abord la main de la mafia. Saint-Louis avait connu une vague d'attentats d'explosifs sur des automobiles. Il y en avait eu pas mal qui avaient donné lieu à des enquêtes dans la région. Ces explosions ont été liées à une guerre entre 2 factions rivales du crime organisé qui se disputaient le contrôle des syndicats locaux. Mais cette explosion ne ressemble pas aux autres. D'abord, la victime est une femme. Les enquêteurs interrogent les résidents du quartier, mais personne n'a rien remarqué de particulier cet après-midi-là. Sur le toit d'un immeuble voisin, les enquêteurs retrouvent la colonne de direction de la voiture. L'explosion a été d'une violence inouïe. Le lendemain, les enquêteurs continuent à ratisser le site à la recherche d'indices. Parmi les centaines de débris, ils recueillent des bouts de fil de fer et des bâtons de bois recouverts de métal. Il pourrait s'agir des débris d'un détonateur. Toutes les pièces sont envoyées au laboratoire pour analyse. La police et les agents de l'ATF recueillent des indices jusque tard dans la nuit. Les enquêteurs travaillent d'arrache-pied. Le meurtre de Susan Barnes est un mystère qui les hante en permanence, même quand ils ne sont pas de service. Chaque semaine, les agents de l'ATF se réunissent pour discuter des affaires en cours. Quand McGarvey évoque l'affaire Barnes, un collègue y voit une similitude avec une explosion survenue 10 mois auparavant. Il raconte à McGarvey que dans l'après-midi du 20 mars 1979, l'escouade anti-bombe de Saint-Louis et les agents de l'ATF ont été appelés sur les lieux d'une explosion dans un duplex du sud de la ville. Dans le jardin, les enquêteurs ont découvert 7 bâtons de dynamite, un détonateur de fabrication artisanale et des fragments d'une batterie de 6 volts. Par chance, l'explosion a été faible, éparpillant la dynamite. L'occupante de la maison, Susan Barnes, a déclaré à l'ATF qu'elle a été réveillée par un bruit fort ce matin-là, mais qu'elle n'a fait le rapprochement qu'en constatant les dégâts à son retour du travail. Les enquêteurs découvrent que la dynamite s'est cristallisée, ce qui a atténué l'explosion. Pour McGarvey, il ne fait aucun doute que quelqu'un cherchait depuis un certain temps à attenter à la vie de Susan Barnes. Il apprend que, dès le lendemain, la police est venue l'interroger à son cabinet de prothésiste. Susan Barnes leur a dit que son ex-mari avait ouvert ce cabinet 27 ans auparavant. Depuis, le couple a divorcé à l'amiable. Elle a aussi évoqué le fait qu'un dentiste du nom de Glennon Engelman lui devait de l'argent.
La police et l'ATF interrogent Engelman à propos de l'explosion de la voiture, mais celui-ci a un alibi. Le dentiste a un solide alibi. En l'absence de preuves, son nom est rayé de la liste des suspects. Mais McGarvey persiste à croire que les deux affaires sont liées. Pour confirmer ses soupçons, il s'adresse à Harold Messler, au laboratoire judiciaire. Il lui demande de comparer les fragments de la dernière explosion avec le détonateur retrouvé près du garage de Susan Barnes. Messler examine les restes des deux bombes. J'ai pu reconstituer le dispositif, le remonter, puis le photographier près du détonateur de la bombe retrouvée 10 mois auparavant. La technique et le savoir-faire utilisés dans la conception et la construction de ces bombes étaient identiques. Les bombes ont la même origine. L'ATF sait désormais que le meurtre de Susan Barnes était prémédité depuis un certain temps. Pour McGarvey, le dentiste doit figurer sur la liste des suspects. Il le soupçonne d'avoir cherché à effacer sa dette une fois pour toutes. Il s'agit maintenant de trouver des preuves. Tandis que les enquêteurs recherchent l'auteur de la tentative de meurtre de Susan Barnes, l'agent spécial McGarvey se penche sur la situation financière de la prothésiste. Il apprend ainsi que le docteur Glennon Engelman lui devait de l'argent et qu'elle l'a assigné en justice. L'enquêteur veut parler au dentiste. Engelman accepte de se rendre au poste de police. Mais une fois sur place, il refuse de répondre aux questions des enquêteurs et de se soumettre à une recherche de traces d'explosifs ou à tout autre examen. Voici l'agent spécial McGarvey. Durant l'interrogatoire, le docteur Engelman se montrait extrêmement arrogant. Il était très sûr de lui et se croyait plus malin que tout le monde. N'ayant aucune preuve contre lui, les enquêteurs sont contraints de le relâcher. Tandis qu'ils le reconduisent à son cabinet, Engelman s'autorise même à leur donner quelques conseils. Il leur dit que l'ancien coursier de Susan Barnes a des raisons d'en vouloir à son ex-patronne qui a réduit ses heures de travail. Selon Engelman, cela pourrait constituer le mobile du meurtre. Comme lors de la première explosion, Engelman affirme qu'il a un alibi. Il a passé toute la journée en consultation, sans interruption. Il remet à la police, à titre de preuve, une page de son cahier de rendez-vous. Une fois de plus, le dentiste a un alibi et l'ATF ne peut l'inculper. Les enquêteurs décident d'explorer la piste de l'ex-employé mécontent en interrogeant John Barnes, l'ex-mari de la victime. Mais celui-ci affirme ne rien savoir à ce sujet. Quant à Glennon Engelman, Barnes déclare que si Susan et lui avaient bien été autrefois des amis du dentiste, les choses avaient changé depuis que Susan dirigeait le laboratoire. Il ajoute que, plus de 20 ans auparavant, Engelman a été soupçonné dans une affaire de meurtre non élucidée. La victime était un homme du nom de Ted Baker. Les enquêteurs fouillent les archives de la police pour retrouver le dossier Baker. « 20 ans après les faits, le coupable n'a toujours pas été identifié. La lecture du dossier révèle qu'à la fin des années 50,
le meurtre de Ted Baker a fait la une des journaux. Ça a été une des plus grosses affaires d'homicide non élucidées qu'ait connue Saint-Louis. Ted Baker avait été abattu par balle puis écrasé par une automobile. Le soir du 17 décembre 1958, un policier de Saint-Louis est appelé sur les lieux d'un accident de la circulation, près d'un musée. Mais il ne s'agit pas d'un accident de voiture ordinaire. Le policier remarque 3 profonds impacts de balles sur le visage de la victime, ainsi qu'une grande flaque de sang près du corps. L'homme semble être resté un certain temps à terre, perdant son sang, avant d'être écrasé par un véhicule. Son permis de conduire porte le nom de Ted Baker. Edith Baker, sa veuve, dit à la police n'avoir aucune idée de ce que faisait son mari derrière le musée. Il n'était marié que depuis 6 mois, ajoute-t-elle. Interrogée, elle répond qu'elle a effectivement déjà été mariée, mais que son mari l'ignorait. L'inspecteur Jim Hackett, aujourd'hui retraité, se souvient de son étonnement. Elle était très jeune, mais elle bouquait. C'est quand elle m'a dit « Oui, j'ai déjà été mariée, mais mon mari l'ignorait. » J'étais stupéfait. J'ai trouvé ça très bizarre. Edith Baker déclare à Hackett qu'elle a été mariée avec un dentiste du nom de Glennon Engelman, dont elle a divorcé 3 ans auparavant et qui a aussi soigné son défunt mari. En consultant les archives, McGarvey découvre que la police de Saint-Louis a déjà interrogé Engelman à l'occasion de cette affaire. Celui-ci, qui s'était marié pour la seconde fois à l'âge de 31 ans, vivait alors chez sa mère avec sa femme. Engelman avait déclaré à la police qu'il était en consultation au moment où Baker avait été assassiné. L'inspecteur Jim Hackett. Il avait donné des détails sur ses faits et gestes le soir du meurtre. Et après vérification, il y avait des trous et des incohérences dans son emploi du temps. Cela a renforcé les soupçons des enquêteurs. Les policiers avaient demandé à Engelman s'il possédait des armes à feu. Il leur avait alors montré un revolver qu'il gardait pour sa protection. Le calibre correspondait à l'arme qui avait tué Baker. L'arme d'Engelman avait été envoyée au labo pour vérification, mais les résultats s'étaient révélés négatifs. Il fallait examiner attentivement les indices matériels. Il fallait aussi rechercher des témoins visuels et tenter de recueillir les témoignages compromettants. Mais rien n'aboutissait. Malgré les soupçons qui pesaient sur Engelman, la police n'avait aucune preuve contre lui. L'enquête était restée dans l'impasse. Poursuivant la lecture de ce dossier vieux de 22 ans, McGarvey découvre que la compagnie d'assurance a versé 64 000 $ à la veuve de Baker. Cette dernière a ensuite investi une partie de l'argent dans l'entreprise d'Engelman. Plus l'agent McGarvey en apprend sur le dentiste, plus il se pose de questions. Peut-être la 3e femme d'Engelman a-t-elle des choses à lui apprendre? Après une union orageuse, le couple s'est séparé récemment. On a découvert qu'ils avaient divorcé 2 ans plus tôt dans un climat très houleux. Ils avaient eu des conflits de garde d'enfants et les choses s'étaient très mal passées. On a donc pensé que ce serait peut-être une bonne idée de la contacter pour savoir si elle avait des choses à nous apprendre sur le passé du docteur Engelman. 5 jours après la mort de Susan Barnes dans l'explosion de sa voiture, les enquêteurs de l'ATF rendent visite à l'ex-épouse d'Engelman.
Rita et son ex-mari sont restés en contact car ils ont un fils de 10 ans dont elle a la garde. Elle déclare aux enquêteurs qu'elle continue à voir régulièrement Engelman, mais elle semble peu désireuse de parler de lui. Elle avait l'air très nerveuse. Elle semblait terrifiée. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas nous parler parce qu'elle avait peur d'être la prochaine victime du Dr Engelman. Les enquêteurs assurent à la jeune femme que l'entretien restera confidentiel. Après en avoir discuté et lui avoir garanti que nous les protégerions, son fils et elle, quelle que soit l'issue de l'affaire, elle a accepté de nous dire ce qu'elle savait du Dr Engelman. Rita ouvre sa porte aux enquêteurs. Elle a commencé à nous raconter ce qu'elle savait. Au cours de leur mariage, le Dr Engelman lui avait parlé de plusieurs meurtres qu'il avait commis. Il lui avait dit, soit ouvertement, soit en précédant par allusion, être l'auteur de ces meurtres. Certains étaient évoqués en détail, d'autres non. Les enquêteurs souhaitent entendre Rita dans les bureaux de l'ATF. Ils veulent davantage de détails sur le passé violent de son ex-mari. La jeune femme dit au policier qu'Engelman l'a menacée de mort. Il a juré de lui arracher son fils. Et rien ne l'arrêtera. Engelman a laissé entendre à Rita que dès que leur fils Brian aura 14 ans, il le reprendra avec lui, quitte à la tuer s'il le faut. À plusieurs reprises, il lui a dit qu'un garçon n'avait plus besoin de sa mère après 14 ans et qu'il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour en récupérer la garde. Rita déclare avoir divorcé d'Engelman 2 ans plus tôt, après avoir acquis la conviction qu'il était dangereux et capable de tuer. Elle dit l'avoir compris brusquement le 5 septembre 1976. C'est le jour de la fête du travail. Rita en veut à son époux de ne pas passer cette journée avec Brian et elle. Quand il rentre à la maison au milieu d'après-midi, il ôte immédiatement ses vêtements tachés de boue et commence à les laver. Il raconte à Rita qu'il s'est rendu dans une carrière près de Pacific, dans le Missouri, où il a tué un homme appelé Paul Anderson. I just shot him. What? Made it look like a bunch of target shooters did. Le dentiste dit à Rita qu'il a tué Paul Anderson pour rendre service à sa femme, Maria Montoya Anderson, qui a travaillé pour lui et qu'il a prise sous son aile. Maria avait besoin d'argent. Elle va toucher une somme rondelette de l'assurance vie de son mari, dont elle doit lui reverser 10 000 $. Selon Rita, l'argent devait permettre à Engelman de payer ses impôts. L'histoire donne froid dans le dos, mais rien ne prouve que Rita Engelman dit la vérité. Il faut des preuves, et avant d'aller plus loin, les enquêteurs décident de vérifier les dires de la jeune femme. La mort de Susan Barnes dans l'explosion de sa voiture remonte à 5 jours. Les enquêteurs décident de surveiller le dentiste de plus près. Si Rita dit vrai, ils ont affaire à un tueur en série dont les premiers crimes remontent à plus de 20 ans. Moins d'une semaine après l'attentat à la voiture piégée qui a tué Susan Barnes devant son laboratoire de prothésiste dentaire, la liste des suspects se précise. L'agent spécial Meg Harvey ne sait pas s'il doit croire Rita Engelman sur parole, notamment quand elle accuse son mari d'un meurtre commis à la fin des années 70. Meg Harvey étudie les archives de la police pour tenter de recouper son histoire. Il appelle John McCready de la police de Saint-Louis et lui demande si un meurtre a eu lieu dans son secteur lors de la fête du travail, 3 ans plus tôt.
McCready confirme qu'un meurtre a bien été commis ce jour-là dans une carrière de Pacific dans le Missouri. La victime, Paul Henderson, était bien le mari de Maria Montoya. McCready nous a dit qu'il connaissait bien l'affaire pour avoir travaillé dessus, qu'il avait supervisé l'enquête et que celle-ci était toujours ouverte. Faute de pistes sérieuses, l'affaire n'a jamais été élucidée. Mais en parcourant le dossier, l'agent McGarvey a le sentiment que Rita Engelman ne ment pas. Le 5 septembre 1976, près de 3 ans et demi avant l'assassinat de Susan Barnes, la police est informée qu'un homme a été blessé par balle dans une carrière. À l'arrivée de l'ambulance, Paul Henderson, 26 ans, atteint d'une balle dans le dos, agonise. Il meurt à son arrivée à l'hôpital. Un patrouilleur interroge sa femme, Maria Montoya Henderson, qui déclare qu'elle se promenait avec son mari lorsqu'un coup de feu l'a atteint, venu de nulle part. Le lieutenant John McCready se souvient du témoignage de la jeune femme. Elle a dit qu'elle ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. Tout à coup, elle a entendu un bruit et elle a vu son mari tomber à genoux sur le sol et lui dire « Trouve de l'aide ». Maria désigne l'endroit où se tenait son mari quand il a reçu la balle meurtrière. Il y avait une croix faite de rubans adhésifs collés au mur. Cela ressemblait à une sorte de cible placée là par un tireur posté sur la colline de l'autre côté de l'étang. Les enquêteurs découvrent, caché sous un tas de feuilles, un fusil à lunettes. Quelque chose semble incohérent aux enquêteurs. La cible de fortune se trouve à quelque distance de l'endroit où est tombé Henderson. Le lieutenant McCready ne croit pas à la thèse de l'accident. La cible en forme de croix sur le mur était placée de telle manière que quand la victime et sa femme se tenaient debout, ils se trouvaient nettement en contrebas de la cible. Pour viser et atteindre cette cible, il aurait fallu tirer bien au-dessus de leur tête. Donc, le tireur avait dû incliner son arme pour atteindre la victime dans le dos. C'était un acte forcément délibéré. Ça ne pouvait en aucun cas être un accident. Malgré leurs soupçons, les enquêteurs n'ont aucune preuve que Paul Henderson a été victime d'un meurtre. Une semaine plus tard, le rapport balistique confirme que la balle qui a tué Henderson provient bien du fusil retrouvé sur les lieux. Des recherches d'empreintes digitales ne donnent aucun résultat. Grâce au numéro de série de l'arme, les enquêteurs découvrent qu'elle a été volée. L'enquête s'enlise. C'est alors qu'on a décidé d'enquêter à la fois sur la victime et sur sa veuve. Maria Montoya Henderson est si bouleversée qu'elle est admise à l'hôpital. Son frère José, un ami intime du Dr Engelman, veille étroitement sur elle et filtre ses appels téléphoniques. Maria déclare aux enquêteurs que son mari, Paul, l'a conduite hors de la carrière pour lui montrer des grottes. McCready découvre que, bien que le couple soit marié depuis moins d'1 an, il a souscrit une grosse assurance vie. L'assurance devait verser une somme d'environ 80 000 $ à la veuve de la victime. Le contrat avait été souscrit 6 mois auparavant, ce qui est évidemment très suspect. L'agent McGarvey demande au lieutenant McCready si le nom de Glennon Engelman est apparu lors de l'enquête initiale. McCready a effectivement retrouvé une lettre de candidature rédigée par Maria, où le Dr Engelman est mentionné comme son ancien employeur. À l'époque de l'enquête initiale, ce fait n'avait aucune signification particulière, mais l'agent McGarvey tient enfin le chaînon manquant qu'il cherchait. C'est aussi la preuve que Rita Engelman lui a dit vrai.
Les détails qu'elle a fournis aux enquêteurs s'avèrent exacts et cela donne du poids à son témoignage. Mais les preuves manquent. Jusqu'ici, rien ne permet d'inculper Engelman. L'agent spécial Meg Harvey veut s'entretenir à nouveau avec l'ex-femme du dentiste. Craignant pour sa sécurité, l'ATF organise le rendez-vous dans un hôtel. Sa crédibilité désormais établie, les enquêteurs la prennent très au sérieux. Rita commence alors à parler. Et ce qu'elle leur révèle est encore plus horrible que ce qu'ils croyaient. À Saint-Louis, dans le Missouri, les agents de l'ATF, le Bureau de l'alcool, du tabac et des armes à feu, ont la conviction que le Dr Engelman est impliqué dans plusieurs meurtres. Mais ils n'ont pas de preuves contre lui. Les enquêteurs interrogent son ex-femme, Rita, qui accuse son mari de plusieurs meurtres, dont un commis en 1962, peu de temps après leur rencontre. Engelman a une nièce, appelée Sally, avec qui il a vécu un certain temps. Puis la sœur du dentiste a présenté à Sally Ed Franklin, un homme rencontré dans une discothèque. Sally et Ed Franklin se marient bientôt. L'agent spécial William McGarvey. Engelman aimait s'entourer de gens moins instruits que lui. Il pouvait ainsi les manipuler à sa guise et les amener à faire des choses qu'il n'aurait pas faites autrement. C'est en cela qu'il était vraiment dangereux. Même après son mariage, Sally reste très proche du dentiste. Rita déclare aux enquêteurs qu'Engelman avait commencé à construire une piste de vitesse. Ce serait sa première et sa dernière expérience dans les affaires. Le dentiste supervise lui-même le projet, ce qui représente beaucoup de travail, et il a besoin d'aide. Il demande donc à Ed Franklin, mari de sa nièce Sally, de l'aider sur le chantier, ainsi qu'à d'autres connaissances, dont José Montoya. Engelman a découvert un puits abandonné sur le terrain. Craignant que quelqu'un ne tombe dedans et ne se blesse, il décide de combler le puits en le faisant exploser. La première charge d'explosifs ne démolit que partiellement le puits. Ed Franklin, qui a déjà manié des explosifs quand il était dans l'armée, demande à Engelman de le laisser faire. Rita poursuit son récit. Tout le monde se met à l'abri pendant que Franklin dispose de la dynamite. 1 minute après, l'explosion retentit. Franklin ne répond pas aux appels. On retrouve son corps sans vie au pied du puits. Le docteur Engelman constate le décès. La veuve, Sally, demande qu'il soit incinéré. Du coup, nous n'avions plus de traces physiques. Or, Mme Engelman disait que son mari avait sciemment augmenté la charge pour tuer M. Franklin. Son but était que sa veuve touche l'argent de l'assurance. Après avoir touché l'argent de l'assurance vie, Sally Franklin reverse à Engelman 16 000 $. Rita l'a entendu dire qu'il s'agit d'un investissement dans le projet de piste de vitesse du dentiste. L'enquête policière conclut à un accident. Il devait y avoir une page en tout et pour tout dans le rapport de décès rédigé par la police du Missouri. Le témoin principal sur lequel il s'était appuyé à l'époque était le docteur Engelman. L'affaire fera faillite et la piste de vitesse ne verra jamais le jour. Rita raconte ensuite aux enquêteurs un autre meurtre dans lequel est impliquée Barbara Boyle Graham, une amie du dentiste depuis 20 ans. Rita déclare avoir rencontré Barbara lors d'un barbecue.
Cette jolie blonde divorcée est une ancienne voisine d'Engelman quand celui-ci vivait chez sa mère. Rita le soupçonne d'être la maîtresse de son mari. Rita apprend à McGarvey que Barbara Boyle était veuve. Son mari, Russell Graham, avait été retrouvé sur la banquette arrière de son auto, blessé par balle et achevé à coups de marteau. Rita se souvient qu'Engelman lui avait confié son intention de tuer Russell avec la complicité de Barbara. À l'époque, les propos de Mme Engelman nous semblaient incroyables. Mais elle donnait tellement de détails sur chaque affaire qu'il était facile de vérifier et d'authentifier son témoignage. McGarvey contacte, au bureau du shérif de Madison County, l'inspecteur Bob Hertz, qui a enquêté successivement sur le meurtre du couple Graham et celui de leur fils Russell. Seul problème, l'affaire Russell Graham est classée, puisque le détenu Alan Jackson a avoué être l'auteur du meurtre. Après que nous ayons appris par Rita que le docteur Engelman avait tué Russell Graham pour les raisons que nous avons évoquées, nous devions obtenir les aveux d'Alan Jackson. Cela constituait un obstacle qu'il nous fallait franchir. McGarvey se demande pourquoi Engelman aurait dit à son ex-femme qu'il avait tué Russell. Rita aurait-elle menti? Ou peut-être est-ce Engelman? L'affaire se complique de jour en jour. McGarvey soupçonne désormais le dentiste d'avoir commis des meurtres dans 5 régions différentes au cours des 20 dernières années. Pour prouver que c'est un meurtrier, il a besoin de preuves solides. Le témoignage de Rita ne suffit pas. Les enquêteurs veulent enregistrer les aveux d'Engelman sur cassette. Pour cela, il leur faut truffer de micros le domicile de Rita. Cette dernière sait que son fils et elle ne seront vraiment en sécurité que quand Glennon Engelman sera derrière les barreaux. Elle accepte donc de coopérer. Les agents de l'ATF se mettent au travail. McGarvey lui assure que des agents se tiennent à proximité, prêts à intervenir à la moindre alerte. Il conseille à Rita d'évoquer d'abord la mort de Susan Barnes dans l'explosion de sa voiture. Le meurtre est encore dans toutes les mémoires et occupe les colonnes des journaux. Elle pourrait ensuite enchaîner sur les autres meurtres. McGarvey exhorte la jeune femme à surmonter sa peur. Les enquêteurs établissent un poste de surveillance près du domicile de Rita. Nous sommes le soir du 20 juin 1980. Engelman rentre d'une sortie avec son fils. Hey, I want you to go up and get ready for bed, okay? Rita évoque l'assassinat de Susan Barnes. Engelman répond qu'il a un alibi en béton. Il rappelle à Rita que même s'il a fabriqué la bombe, il a pu la faire poser par un tiers. Le ton d'Engelman est lourd de menaces à peine voilées. Les enquêteurs comprennent à quel point l'homme est dangereux. Il était extrêmement retors. C'était un type machiavélique. Il parlait sans arrêt de ce qu'il ferait aux uns et aux autres. Il était facile de comprendre à quel genre d'individu nous avions affaire. Engelman dit à Rita que la mort de Susan Barnes va lui faire économiser 14 000 $. Nous étions très inquiets pour la sécurité de Rita pendant tout le temps où elle était avec lui. Elle était en grand danger. Et je n'exagère pas. Elle était seule avec un homme qui avait tué à plusieurs reprises et nous nous faisions du souci pour elle. Au cours de la conversation,
Engelman a pris grand soin de ne pas reconnaître avoir tué Susan Barnes, même s'il admet se réjouir de sa mort. Rita fait savoir aux enquêteurs que son ex-mari et elle projettent d'aller dîner dehors. Sachant qu'Engelman craint d'être mis sur écoute, elle pense qu'il se livrera plus facilement dans un lieu public. Elle consent à porter un micro lors d'une sortie au restaurant. Jusqu'ici, Engelman n'a pas dit grand-chose sur la voiture piégée de Susan Barnes. Pour ne pas éveiller ses soupçons, il faut changer de sujet. Rita va donc tenter de le faire parler d'un autre meurtre, celui de Ted Baker, tué près d'un musée de Saint-Louis 20 ans auparavant. Mais si elle évoque tout à trac un meurtre aussi ancien, il risque de trouver ça louche. Les enquêteurs ont alors l'idée d'organiser des fuites dans la presse sur le meurtre de Baker. Le lendemain matin, les habitants de Saint-Louis apprennent par le biais des quotidiens que le dentiste est soupçonné d'être un tueur en série. Engelman voit son visage à la une des journaux. Son nom est mêlé à l'assassinat de Susan Barnes, mais aussi à celui de Ted Baker et à la mort de Ted Franklin sur le chantier de la piste de vitesse. Cela devait donner à Rita l'occasion de questionner Engelman sur ce meurtre sans éveiller ses soupçons. L'après-midi précédant le dîner au restaurant, Rita est équipée d'un émetteur miniature. Les agents écoutent la conversation dans leur voiture, garée en face du restaurant. Engelman, mort à l'hameçon. Rita évoque les articles de journaux pour l'amener à le faire parler des meurtres. Elle lui demande où il a acquis un tel savoir-faire en matière d'explosifs. Engelman lui répond qu'il a eu le meilleur professeur qui soit, un expert en explosifs de la Seconde Guerre mondiale. Le dentiste devient plus bavard. Les enquêteurs ont bon espoir. Engelman vient d'admettre qu'il sait manier des explosifs, lesquels constituent l'arme du crime dans les affaires Barnes et Franklin. Mais le dentiste n'avoue à aucun moment qu'il a tué. Ses paroles ne sont pas assez compromettantes pour le faire condamner par un tribunal. Après réflexion, Rita a une idée. Elle déclare aux enquêteurs que, bien que divorcés, Engelman et elle partagent encore des moments d'intimité et que le dentiste se livre parfois à des confidences sur l'oreiller. Avec son consentement, la chambre à coucher de Rita est mise sur écoute. Pendant que des techniciens installent les micros, les agents qui surveillent le cabinet d'Engelman ne se rendent pas compte qu'il a quitté son travail plus tôt que d'habitude ce jour-là. Quand ils finissent par repérer son auto, il est presque arrivé chez Rita. Le plan, si minutieusement mis au point, risque de tomber à l'eau. Les agents de l'ATF dissimulent les micros dans la chambre de l'ex-femme du dentiste. L'homme qu'ils cherchent à piéger, Glennon Engelman, est un tueur en série présumé qui a échappé à leur surveillance. Un agent qui a repéré son auto à proximité ordonne à ses collègues de quitter les lieux au plus vite. L'appel est parvenu juste à temps. Engelman est venu apporter un cadeau qu'il a acheté pour son fils. Wow. Wow. Well, listen, I know you got things to do. So do I. So you get back to what you were doing. I just want to stop and surprise you. Oh, it was right? quite a surprise. All right, well, enjoy, kid. All right. Yeah, thanks. All right. Quite a surprise. Oh, good, good. I'll see you later. Okay.
Après le départ d'Engelman, les techniciens reviennent achever leur installation. Ils dissimulent un appareil enregistreur dans la tête de lit et fixent le micro près du matelas. Puis ils installent des émetteurs dans les interrupteurs électriques. L'agent McGarvey assure à Rita qu'ils se tiendront à proximité. Nous avions aussi un certain nombre d'agents disséminés dans toute la résidence. Nous devions nous montrer prudents pour ne pas nous faire repérer, tout en restant suffisamment prêts pour être en mesure d'intervenir immédiatement en cas de besoin. Malgré la présence des agents tout près, McGarvey sait que Rita est en danger. Si le dentiste vient à découvrir que son ex-femme l'a trahi, qu'elle a violé le sanctuaire de leur chambre à coucher, elle risque sa vie. Sans perdre de temps, Rita demande à Engelman pourquoi il n'a pas réglé à l'amiable son différend avec Susan Barnes au lieu de la tuer. Le dentiste tombe dans le panneau. Ils se mettent à parler librement. Susan Barnes méritait de mourir, dit-il, même s'il ne l'a pas tuée. Devant l'insistance de Rita, Engelman se met en colère. Engelman dit qu'il a l'impression que la chambre est sur écoute. Il a rappelé à Rita qu'elle n'était plus sa femme et qu'elle pourrait témoigner contre lui en justice. Et il a ajouté sur un ton menaçant, « Pour être franc, Rita, ça me rend un peu nerveux. » Les agents en planque sentent la colère monter dans la voix d'Engelman. Il dit à Rita qu'il se rappelle quelque chose que lui a dit Bill Carpenter. Carpenter avait été son complice dans plusieurs meurtres. Et il lui avait dit qu'il y avait un tas de types qui s'étaient retrouvés derrière les barreaux à cause de leur ex-femme. Il a dit à Rita de bien réfléchir à tout ça. Rita est allée trop loin. Engelman lui dit qu'il se méfie d'elle, qu'elle pourrait bien le livrer à la police et que celle-ci a peut-être même mis l'appartement sur écoute à son insu. Les agents sentent qu'ils vont peut-être devoir intervenir d'une seconde à l'autre. Au moment où ils s'apprêtent à donner l'assaut, Engelman se calme brusquement. Everybody stand by. He's going, he's reached the landing, he's opening the door. There he is. There he is. He's leaving. Rita est saine et sauve, mais McGarvey ne veut pas lui faire courir davantage de risques. He's leaving the premise, everybody stand down. Need everyone to stand down. Il craint qu'Engelman, qui se méfie désormais de son ex-femme, ne découvre les micros cachés lors de sa prochaine visite. Il avait installé plusieurs systèmes de son dans cette résidence, et il était assez calé en électricité. Il connaissait donc le circuit électrique de la maison dans ses moindres recoins, et le lui avait dit clairement. Qu'elle sache bien que si jamais elle s'avisait de l'enregistrer ou de le mettre sur écoute, il s'en apercevrait. Craignant pour la sécurité de Rita, les agents de l'ATF retirent le dispositif d'écoute. Il est devenu trop risqué de la laisser seule avec Engelman. Pour se protéger et protéger son fils, elle continue néanmoins de collaborer avec l'ATF et passe des heures à écouter les enregistrements, guettant les paroles incriminantes qui vont enfin permettre de faire condamner ce dangereux meurtrier. Mais rien dans les paroles du dentiste n'est suffisamment accablant. Il faut le faire parler davantage. À aucun moment, Engelman n'admet être l'auteur des meurtres. Le dentiste est de plus en plus soupçonneux et McGarvey sait que le temps presse. Mais il lui reste une dernière carte à jouer. Une fois de plus, des fuites sont organisées dans la presse et le journal publie un nouvel article désignant Engelman comme le suspect numéro 1 dans une autre affaire de meurtre non élucidée. Il s'agit cette fois de l'assassinat de Paul Henderson dans une carrière en 1976. McGarvey sait qu'Engelman ne dira rien de compromettant chez Rita,
Il sait aussi que la laisser seule avec lui serait trop dangereux. Elle appelle donc le dentiste et s'arrange pour qu'il l'invite au restaurant à l'occasion de la Saint-Valentin. Le docteur Engelman était beaucoup plus à l'aise pour parler hors de la maison, parce qu'il avait toujours le sentiment qu'elle était sur écoute. Au cours du repas, Rita évoque l'article sur le meurtre de Henderson. Elle demande à son ex-mari si la veuve de la victime, Maria Montoya Henderson, a touché beaucoup d'argent. Se croyant à l'abri des écoutes dans ce lieu public, Engelman se met à parler. Il raconte à Rita qu'il a reçu la somme convenue des mains de José Montoya, le frère de Maria, et que celui-ci s'est peut-être servi au passage, mais qu'à son avis, il n'aurait pas osé. Car José savait très bien qu'Engelman et Carpenter pouvaient trouver un homme de main prêt à tuer pour $1000. Au cours de la conversation qu'on enregistrait, Rita lui a demandé quel était le mobile de toutes ces escroqueries. Et Engelman lui a répété « l'argent, l'argent, l'argent ». Rita poursuit. Et si Maria parlait? Avec tout ce battage autour de l'affaire, elle risque d'être déstabilisée et de craquer. Mais le docteur Engelman est convaincu que Maria ne parlera pas, qu'elle gardera le secret à jamais. Car le lien qui l'attache à lui est plus fort que la complicité sexuelle. Tous deux sont, selon ses propres termes, intimes par homicide. Pour les enquêteurs, cela signifie qu'ils ont tous deux fomenté le meurtre de Paul Henderson. Ils tiennent enfin l'aveu de culpabilité tant attendu. Maintenant qu'ils ont recueilli des propos incriminants, les enquêteurs vont tenter de le faire condamner par la justice. Ils ne peuvent plus courir le risque de l'enregistrer à nouveau et mettre la vie de leurs témoins en danger. L'agent spécial William McGarvey doit soumettre le dossier au procureur Gordon Ankney. En entendant cet homme parler d'intimité par homicide, il nous est apparu clair qu'il ne pouvait pas être laissé en liberté. Le bruit de fond rend inaudible certains mots. Ankney étudie les transcriptions et s'arrête sur un passage clé où Engelman dit à Rita que rien ne presse pour se débarrasser de quelqu'un. En lisant ce passage, on s'est dit, il est en train de dire qu'il ne l'a pas fait. Ce qui n'arrangeait pas nos affaires, puisqu'il disait que rien ne pressait pour tuer des gens. Mais la transcription comportait un mot inaudible. Alors on a écouté le passage de nouveau. En réécoutant la bande, le procureur Ankney repère un mot que le dactylographe n'a pas entendu. Engelman dit que rien ne presse pour continuer à se débarrasser de quelqu'un. Ces paroles sont accablantes. Le bureau du procureur estime que les chefs d'accusation les plus lourds qui pèsent contre Engelman concernent l'affaire Henderson, où la victime a été tuée par arme à feu dans une carrière. C'est le seul homicide dans lequel le dentiste a reconnu son implication. Même si les preuves sont minces, le procureur veut agir vite. Il sait en outre que Rita Engelman, principal témoin à charge, doit être mise à l'abri, hors de la ville. Sous une nouvelle identité, son fils et elle vont refaire leur vie ailleurs, dans le cadre d'un programme fédéral de protection des témoins. Même s'il confirme la culpabilité d'Engelman, les enregistrements à eux seuls ne suffiront pas à le faire condamner. Pour l'empêcher définitivement de nuire, il manque un élément décisif, comme le témoignage de complices. Nous devions faire quelque chose. Et il nous fallait un témoin. Nous avons donc pensé qu'en les arrêtant tous simultanément, on pourrait leur dire que le dentiste était en état d'arrestation et qu'il n'avait plus rien à craindre de lui. Comme les complices des divers crimes d'Engelman n'ont été que des participants indirects, les enquêteurs ont bon espoir d'en faire parler au moins un. La police obtient des mandats d'arrêt contre Engelman et les 3 personnes impliquées dans les meurtres évoqués sur des bandes magnétiques. Bill Carpenter, José Montoya et sa sœur Maria. Nous voulions les arrêter tous les 4 simultanément. Notre intention était de les séparer pour qu'ils ne puissent pas se concerter ou se téléphoner. Nous devions les arrêter tous le même jour, à la même heure. Si l'un des 4 suspects apprend qu'un autre a été arrêté,
il risque de fuir et compromettre toute la stratégie des policiers. À l'heure convenue, 4 groupes d'agents s'apprêtent à arrêter les suspects. Le 24 février 1980, le docteur Engelman est arrêté et inculpé du meurtre de Paul Henderson. Bill Carpenter, le meilleur ami d'Engelman, est arrêté chez lui. Rita l'accuse d'avoir participé à plusieurs meurtres. Plus tard, il sera interrogé en prison par John McCready. Quand on lui a dit qu'Engelman était passible de la peine de mort, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Il était sonné comme si un mur de briques lui était tombé sur la tête. Tout d'un coup, il n'a plus voulu parler. Il a simplement dit « Je ne sais rien du tout ». Carpenter refusant de parler, les enquêteurs espèrent avoir plus de chance avec José Montoya et sa sœur. Mais s'il refuse de coopérer, l'accusation n'aura pas grand-chose pour étayer son dossier. Tandis qu'on l'emmène au poste, José Montoya entend sur la radio de la police que sa sœur est recherchée. Elle a quitté son dernier domicile connu en Californie et depuis, la police n'a pas réussi à la localiser. California, huh? Yep. That's amazing. She's not there, though. What are you talking about? She's at my house. You just left her back there. Call him. Il n'est pas question de laisser filer Maria. Les enquêteurs retournent accueillir au domicile de son frère. I don't know anything. What are we gonna do? Maria est conduite avec son frère au poste de police. Le plan a échoué. La police n'a pas réussi à les arrêter séparément. C'était exactement ce que nous voulions éviter. Nous voulions les séparer dès le départ, de façon à ce qu'ils ne puissent pas se concerter. Alors que là, José lui a dit « Je m'en occupe, laisse-moi parler, ne dis rien ». En route vers le poste de police, ni José ni Maria ne disent un mot à la police. Carpenter refusant de parler, tous les espoirs des enquêteurs reposent sur José et sa sœur. Le 24 février 1980, ils sont interrogés séparément. Les enregistrements indiquent clairement que José était au courant des meurtres. Mais Garvey les avise qu'ils seront poursuivis tous les deux. Il propose un marché à José. S'il témoigne, sa sœur ne sera pas condamnée à une peine d'emprisonnement de plus de 22 ans. José tient mordicus à obtenir l'immunité. L'accusation est confrontée à un dilemme. Le bureau du procureur soupçonne Maria d'avoir fomenté avec Engelman le meurtre de son mari. On envisage un temps de la remettre en liberté, mais faute de témoins, le procureur Ankney sait que le dossier de l'accusation sera incomplet. Elle méritait d'aller en prison, mais on avait besoin d'elle pour étayer le dossier. Si nous n'avions pas de témoins à charge contre Engelman, tout l'édifice s'effondrait parce que les enregistrements ne suffiraient pas à le faire condamner. Et on ne pouvait pas s'en servir contre José, Maria ou Bill Carpenter, puisque leur voix n'y était pas. On ne peut pas utiliser un enregistrement contre un tiers. Donc, tout serait tombé à l'eau. Les enquêteurs se sentent pris au piège. Il faut que quelqu'un accuse Engelman, faute de quoi, ils ne pourront pas le faire condamner. José est leur seule chance. Sans son témoignage, le dentiste pourrait bien échapper à la justice. Le bureau du procureur tente d'étayer son dossier d'accusation contre le dentiste, soupçonné d'au moins 5 meurtres motivés par l'appât du gain. Les enquêteurs ont besoin de la coopération de José Montoya, l'ami du suspect. Mais Montoya ne parlera que contre une promesse d'immunité pour lui et sa sœur, veuve d'une victime de meurtre.
Pour le procureur Gordon Ankney, accepter ce marché revient à libérer 2 coupables de complot pour meurtre. Nous leur avons accordé la liberté à lui et à Maria en échange de leur témoignage contre le dentiste. C'était notre seul moyen de le poursuivre et de l'inculper. Et malgré nos réticences, nous avions le sentiment qu'il fallait accepter ce marché. José révèle aux enquêteurs qu'il a connu Engelman quand il était jeune homme. Il reconnaît avoir trempé dans diverses affaires louches avec le dentiste. Engelman considère que le crime est le seul moyen de réussir dans la vie. Il a pour règle d'or de toujours concevoir un crime en tenant compte des témoins. José déclare au lieutenant John McCready n'avoir eu connaissance du meurtre de son beau-frère qu'une fois le fait accompli. En apprenant la nouvelle, il a immédiatement soupçonné le dentiste. Il savait parce qu'il fricotait avec Engelman depuis des années et qu'il y avait eu des précédents où le dentiste avait commis d'autres meurtres. Il savait qu'Engelman était un homme violent et capable de tuer, et il disait être au courant de plusieurs meurtres commis par le dentiste. José déclare avoir questionné sa sœur après l'enterrement de Paul Henderson. Maria lui a dit qu'Engelman avait tué son mari avec la complicité de Bill Carpenter. Le dentiste lui a promis qu'elle allait toucher assez d'argent pour acheter une maison à sa mère, aider toute sa famille et lui verser les 10 000 $ qu'il estime lui revenir. José a proposé à sa sœur de s'occuper des détails. Les enquêteurs veulent confronter la version de José avec celle de sa sœur Maria. Ils désirent entendre de sa bouche comment Engelman l'a poussé à comploter pour faire tuer son mari. Maria déclare avoir toujours connu Engelman. Elle avait pour lui du respect et de l'admiration. Engelman l'avait formée au métier d'assistante dentaire et lui avait donné du travail, mais elle avait toujours des problèmes d'argent. Un matin, il lui dit qu'il a une solution pour elle. Il faut qu'elle se trouve un mari et lui fasse prendre une assurance vie. Maria trouve cela irréaliste. Elle sera obligée d'attendre longtemps avant qu'il meure. Pas du tout, lui dit Engelman, car il se chargera de le tuer pour elle. Le procureur de Madison County, Donald Weber, pense qu'Engelman ne choisissait pas au hasard les femmes qu'il aidait. Comme un pédophile qui sait repérer les enfants vulnérables, Glennon Engelman savait quelle femme succomberait facilement à ses desseins. Au début, Maria ne prend pas Engelman au sérieux, mais elle est convaincue qu'il veut l'aider. C'est un professionnel de la santé, il a fait des études, elle a confiance en lui. Tous les matins, il insiste, revient à la charge. Il faut qu'elle épouse un homme qui travaille dans une grande entreprise, offrant à ses employés de bons avantages sociaux. Une fois qu'ils seront mariés, il se chargera avec Bill Carpenter de liquider le mari. Le procureur est convaincu qu'Engelman cible soigneusement ses futures victimes. Il cherchait des gens simples avec un bon travail, assortis d'une importante assurance vie, qui soit bien sûr de sexe masculin et susceptible de se faire piéger par une de ces veuves noires dont il se servait comme appât. Maria et Engelman se réjouissent quand elle lui dit qu'elle a commencé à sortir avec Paul Henderson. Paul travaille pour une compagnie de téléphone qui offre à ses employés d'excellents avantages sociaux. Maria connaît Paul depuis l'école secondaire. Tous deux ne tardent pas à se fiancer. Elle a dit qu'après leur mariage, Engelman lui disait toujours « Reste en contact avec moi, parce qu'une fois que tu auras souscrit de nouvelles assurances vie et que tu seras bénéficiaire de ces polices d'assurance actuelles, je le tuerai. » Maria révèle aux enquêteurs qu'Engelman et Carpenter ont commencé à planifier le meurtre dès qu'elle a été mariée.
Peu de temps avant le premier anniversaire de mariage du couple, le dentiste conduit Maria à la carrière pour se livrer à une répétition. Le dimanche suivant, Maria propose à Paul d'aller pique-niquer à ce même endroit. Elle doit insister longuement pour qu'il accepte. En courant chercher du secours, Maria est surprise de tomber sur Engelman. Il lui dit de ne pas s'affoler et de garder le silence. Comme Engelman avait commis tous ces meurtres depuis 22 ans sans jamais se faire prendre, elle a pensé que si elle suivait ses conseils, qu'elle faisait ce qu'il lui disait, elle ne se ferait pas prendre non plus. Et elle croyait qu'en participant à ce crime, elle améliorerait son sort. Finalement, Maria ne prendra pas l'argent. Après avoir versé sa part à Engelman, José gardera le reste pour lui et leur mère n'aura jamais sa maison. Avec le témoignage de Maria, le procureur dispose enfin d'un dossier d'accusation solide pour inculper Engelman de meurtre. Il va s'agir désormais de convaincre le jury. Après avoir enquêté pendant 2 mois sur le docteur Glennon Engelman suite à la mort de Susan Barnes dans sa voiture piégée, l'ATF vient de mettre le suspect en détention. Jouisseur cupide et sans scrupules, le dentiste a laissé derrière lui une trace sanglante pendant plus de 20 ans. En septembre 1980, à Jefferson City, dans le Missouri, s'ouvre le premier procès pour meurtre d'Engelman. Le procureur Hackney a besoin d'un témoin pour identifier les voix entendues sur les enregistrements. L'ex-femme de l'accusé, Rita Engelman, sort de l'ombre pour témoigner. Le programme fédéral de protection des témoins lui a procuré une nouvelle identité et la protège soigneusement des journalistes. La Cour fait écouter aux jurés des extraits des enregistrements. Il s'agit de passages qui incriminent le Dr Engelman. Now, Mrs. Engelman, can you identify the voices on the tape? Yes, I can. One of them is me. And can you identify the male voice on the tape? The male voice was Glenn Engelman. Glenn Engelman, the defendant? Yes. Pendant le procès, Engelman est appelé à la barre. Au cours du contre-interrogatoire, le procureur lui demande d'expliquer ce qu'il entend quand il dit être intime par homicide avec Maria Montoya. Engelman se met en colère. Sous les yeux du jury médusé, la colère d'Engelman se transforme en rage. Son comportement et sa voix ont changé. Ce n'était plus le dentiste posé et polissé, mais un homme capable de tuer, et c'était manifeste devant la cour. Derrière le masque de la respectabilité, le jury voit le vrai visage d'un tueur. Engelman vient de sceller son propre destin. Les enregistrements, ajoutés au double témoignage de José et Maria Montoya, emportent la conviction du jury. Après 56 minutes de délibération, les jurés déclarent l'accusé coupable. Engelman est condamné à la prison à perpétuité. Son complice, Bill Carpenter, écope d'une peine de 17 ans. Pour l'attentat à la voiture piégée qui a coûté la vie à Susan Barnes, le dentiste sera jugé et condamné une seconde fois à la prison à vie. Mais la police pense qu'Engelman est l'auteur d'au moins 3 autres meurtres. Pour que justice soit faite, il faut continuer à chercher des preuves. Le bureau du procureur soupçonne Engelman d'avoir assassiné Alan et Velma Graham 3 ans auparavant, ainsi que leur fils Russell. Pour ce dernier, cependant, il y a un hic. Un autre homme a avoué être l'auteur du meurtre.
Alan Jackson était derrière les barreaux lorsqu'il a avoué en 1979 avoir tué Russell Graham. Au cours d'un second interrogatoire, l'homme revient sur son premier témoignage. Il dit que ses aveux lui ont été extorqués par un inspecteur de police véreux qui voulait de l'avancement et qu'il avait menacé de s'en prendre à sa famille s'il ne s'accusait pas du meurtre de Graham. Une fois Jackson hors de cause dans le meurtre de Russell Graham, la voie est libre pour inculper Engelman et sa présumée complice, Barbara Boyle. Cette dernière, veuve de la victime, a amassé une petite fortune en capital de diverses polices d'assurance-vie à la mort de son mari. C'est une amie intime du Dr Engelman. Mais pour prouver son implication dans le meurtre de son mari, les enquêteurs vont devoir passer un marché. L'inspecteur Bob Hertz. À ce stade, il fallait que quelqu'un raconte l'histoire exacte. Dans chaque affaire, on veut que l'histoire soit relatée soit par les victimes, et il n'y en avait plus pour dire ce qui s'était passé, soit par les témoins, et nous n'en avions pas. Donc, à ce stade, pour raconter l'histoire, nous avions besoin d'un des participants. Or, depuis son arrestation, Bill Carpenter refuse obstinément de parler. En dehors de Carpenter et d'Engelman, la seule autre personne impliquée dans le meurtre de Graham est Barbara Boyle Graham, mais elle est en liberté. Carpenter reste le seul espoir des enquêteurs. Le procureur Donald Weber va le voir en prison. Je lui ai dit, je suis le procureur de Madison County. Nous savons que vous êtes impliqué dans le meurtre de Russell et nous voulons savoir si vous êtes prêt à conclure un accord avec nous. Mais sachez que c'est moi qui suis habilité à décider qui est passible de la peine de mort et qui ne l'est pas. Le procureur propose un marché à Carpenter. S'il accepte de témoigner, Weber ne requerra pas la peine de mort et ne l'inculpera que de complicité pour meurtre dans 3 affaires. Sa peine sera ainsi de 14 ans maximum, confondue avec celle qu'il purge actuellement. Carpenter accepte. Il accuse Engelman et Barbara Boyle et raconte comment il a eu connaissance de leur plan. Cela se passait au cabinet du dentiste. Barbara Boyle était arrivée en disant qu'elle avait rencontré un homme du nom de Russell Graham qui travaillait dans une raffinerie et qu'ils avaient l'intention de se marier. Engelman lui avait alors conseillé de faire souscrire à Russell de nouvelles assurances-vie, disant qu'il le tuerait ensuite. Quand Barbara a épousé Russell, elle savait qu'elle ne signait pas un certificat de mariage. Elle signait un arrêt de mort. Elle prévoyait d'accumuler toute une série de petites polices d'assurance-vie, et une fois que ce serait fait, Russell serait assassiné. Elle était pleinement consciente qu'il y aurait bientôt des funérailles. Carpenter raconte ensuite comment Engelman, Barbara et lui ont attendu le retour de Russell dans son garage. Engelman a tiré sur Russell, puis l'a frappé de plusieurs coups de marteau à la tête. Pour le sergent Dennis Kuba, cette révélation est de taille. Nous ne savions pas que Russell avait été tué dans son garage. Nous l'apprenions pour la première fois. Nous sommes donc retournés sur place pour voir si on pouvait y trouver des indices. Selon la description de Carpenter, le meurtre a dû provoquer un bain de sang. Même des années plus tard, les enquêteurs espèrent en retrouver des traces. Depuis, Barbara a déménagé. Le nouveau propriétaire autorise les enquêteurs à examiner le garage. Ils y pulvérisent du luminol, un produit chimique qui réagit à la présence de protéines du sang. La réaction ne se fait pas attendre et dépasse toutes les espérances. Le 10 août 1984, 4 ans et demi après le meurtre de Russell, les enquêteurs localisent Barbara Boyle Graham dans une station balnéaire de Floride. Selon l'agent spécial Meg Garvey, le témoignage de Carpenter a été déterminant dans l'arrestation de Barbara Boyle. Elle a été condamnée pour le meurtre de son mari à une peine de 50 ans de prison qu'elle est en train de purger. Engelman a déjà passé 5 ans derrière les barreaux pour les meurtres de Susan Barnes et de Paul Henderson. Il a été condamné à 60 ans de détention
et à 2 peines de prison à perpétuité. S'il a sauvé sa tête jusqu'ici, le bureau du procureur espère bien le faire condamner à la peine capitale pour le triple meurtre des Graham. Le 19 juin 1985, pour échapper à l'exécution, Glennon Engelman a accepté de plaider coupable pour le meurtre de Russell Graham et de ses parents. Engelman s'est expliqué un jour assez clairement. Il a dit que beaucoup de gens ont des talents divers. Certains sont architectes, d'autres avocats, d'autres juges. Lui, il avait un talent particulier. Il pouvait tuer sans remords et de sang-froid. Et pour lui, ce talent inné devait lui permettre de devenir riche. C'est pourquoi le meurtre est devenu son fonds de commerce. L'épopée sanglante du dentiste s'achève après qu'il ait été arrêté et condamné pour avoir tué 5 personnes. Mais il est soupçonné d'au moins 2 autres meurtres. Glennon Engelman est mort en prison en 1999 à l'âge de 71 ans.